donc qui était vigneron à Rouffach, déclamant des vers ou des poèmes sur le vin et qui avait fait sensation. J'étais à l'époque à l'agro de Montpellier et c'est peut-être une des raisons qui m'a amené par la suite en Alsace. En tout cas, le discours était poétique. Aujourd'hui, on a effectivement un discours analytique, c'est-à-dire que, comme vous le disiez, on décompose le vin et en fait, on emploie une terminologie qui est analytique. Ce qui fait que ça nous emmène dans un jargon parfois très difficile à comprendre pour le profane qui a l'impression d'être un idiot face effectivement au discours tenu sur le vin. Donc ma question est simple, est-ce que faut-il revenir au langage poétique, qui est parfois très éloigné du vin lui-même d'ailleurs? Faut-il rester à ce langage analytique ou n'y a-t-il pas une autre voie qui consisterait à retrouver un discours plus, on va dire, synthétique et permettant justement d'avoir une meilleure communion entre les professionnels et les profanes? J'aime beaucoup cette question, parce qu'évidemment, elle touche un problème dont je parle depuis des années. Quand j'ai découvert le monde de la sommellerie et des œnologues, j'ai été très rapidement abasourdi. Parce que, pour moi, ça n'était pas ça. C'est pas possible. C'est comme si on décrivait l'homme comme ça. C'est pas possible. Et le vin est un outil d'élévation de l'homme. Hein. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, enfin, des anecdotes que je vous ai racontées. C'est la dynastie des Ramsès qui va répandre le vin dans tout l'Empire égyptien pour éveiller les consciences de la population. Parce qu'avant, le vin est réservé aux prêtres, aux pharaons, etc. Donc, la dynastie des Ramsès va répandre la vigne pour que chacun puisse boire du vin. Après, il y a des changements, puisqu'en Grèce, le non-initié va boire du vin avec de l'eau. On peut comprendre qu'il pouvait faire des vins très forts aussi, donc il pouvait s'enivrer très vite. Voilà, et pas trouver la belle ivresse. Pour répondre à votre question, évidemment, elle n'est pas simple. Mais il y a quelque chose de très très important. Si vous voulez, on trouve dans le vin, c'est en côtoyant d'autres métiers qu'on va découvrir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le 19e siècle? Tout doucement, on a créé des langages d'experts dans tous les métiers. Vous allez chez un avocat, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Donc, vous vous en remettez à lui, puisque de toute façon, vous êtes complètement perdu. Ils ont un jargon très particulier, ils peuvent se comprendre entre eux. Et encore, entre spécialités d'avocats, ils ne se comprennent pas. Que ce soit la même spécialité. Donc, on a créé des jargons partout, professionnels, et donc qui vont rendre totalement dépendant l'individu, lui, quand il n'est pas du métier. Dans le vin, c'est catégorique. On a créé des gens qui disent « Ah, moi, j'y connais rien ». Je vais vous raconter une petite anecdote. J'en ai plein. 35 ans, j'en ai fait quelques-unes. Un jour, je rentrais de vacances, donc j'étais peut-être un peu plus inspiré que d'habitude. Donc je dirigeais encore le secteur 20 des Galeries Lafayette, et j'avais une grosse conférence, donc j'étais rentré spécialement pour la conférence, un peu en avance par rapport à mes vacances. Bon, la date était comme ça. J'avais 70 personnes qui étaient devant moi, dont une petite dame très sérieuse devant moi. Elle s'était mise au premier rang pour bien apprendre. Elle venait apprendre. Ça se voyait sur elle. Donc évidemment que je l'ai utilisé pour soutenir le propos. Sans évidemment l'excès du tout, hein, surtout pas, mais j'ai utilisé cette espèce de volonté, cette attente qu'elle avait d'apprendre le vin, d'apprendre le langage du vin, etc. Et évidemment, elle était mal tombée avec moi. Je n'étais pas le bon professeur. Et la voyant sa posture, je me dis, tiens, c'est le bon cobaye. Et donc, je lui tends un verre de vin, à peine arrivé. Et j'avais été complètement inspiré au début en disant, vous allez me couper des pommes en petits cubes, 2 pommes. Alors, j'avais été choisir des pommes. On avait la chance, dans un magasin d'alimentaire, d'avoir à la fois des très bonnes pommes et des fois des moins bonnes. Et donc, j'avais fait couper des petits cubes de pommes avec des petits pics en 2 coupettes différentes. Je me disais que j'aurais bien un cobaye. Ça n'a pas raté. Et je lui tends un verre de vin. Je lui dis, est-ce que vous pouvez me parler de ce que vous ressentez dans ce vin? Je ne lui demande pas de le déguster. Je lui demande de le goûter et de dire ce qu'elle en pense. Elle dit, ah non, mais moi, j'y connais rien. Écoutez, si vous le mettez en bouche, il se passe quelque chose dans votre bouche, donc vous pouvez me le dire, ce qui se passe. Ah non, 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 ah non. Et vraiment, fin de non-recevoir, total. Non, après le cours, peut-être, parce que je saurais, je serais connaisseuse, mais avant le cours, je ne peux pas. Ce que je fais, donc blocage du plaisir aussi.
Parce qu'elle n'est même pas en attente d'un plaisir. Le vin, c'est fait pour être dégusté et avec développer un langage qui va. Voilà, c'est ça. Donc je vais chercher les 2 coupettes de pommes. Je les 2 coupettes de pommes. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me goûter ces 2 pommes? Je goûte la première. Elle me dit, celle-là, elle est un peu fadasse, elle est juteuse, mais elle n'a pas de goût, elle est sucrée, elle est molle. L'autre, elle goûte, elle dit, ah ben celle-là, elle est croquante, elle a beaucoup de goût, elle est acidulée, elle est vive, elle est fraîche. Ah, je dis, mais vous avez pris des cours sur la pomme. C'est exactement ça. C'est exactement ça, si vous voulez. C'est incroyable de dire qu'on a un goût, on a tous un goût. Voilà, vous avez une salive, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez des papilles. Et les gens, devant le vin, vont dire, ah non, ah non. Puis il y a un expert, en plus, alors s'il y a un expert dans la salle, voilà, c'est mort. Mais c'est fou, si vous voulez, ce que vous êtes en train de dire dans votre question, c'est qu'on a complètement nié le goût des gens. Si vous voulez, vous devez aimer ça, parce que l'expert a dit. Et c'est dans tous les métiers. Tous les métiers, là, ma nouvelle boutique, j'ai vu un électricien, je lui dis ce que je veux, il me dit, attendez monsieur, attendez. Il y a les sources et les machins. Comment on va faire là? Je dis, parce que moi, je ne connais rien. Ah mais monsieur, je vais vous expliquer. Il commence, vous savez, je ne comprends rien. Je comprends rien. Moi, je croyais connaître un peu l'électricité. Ah, là, je croyais que ça marchait avec du courant dans les fils, avec des boutons et des etc. Ah, non, là, je ne comprenais plus rien. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, est-ce que si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous ayez un langage qui s'appelle transversal. Voilà. C'est là que je peux en venir. Les initiés, spirituels ou non, dans les métiers, ceux qui ont du bagage, vont tout doucement développer un langage transversal. Un langage qui est compréhensible de tous. Parce que, sinon, ça ne sert à rien. Vous impressionnez, et puis vous rendez l'autre complètement imbécile. Et, c'est la phrase de Romain Gary, on n'apprend rien à celui qu'on a tué. Parce que quelque part, en le niant, on a tué. C'est exactement la même chose. Donc, on a tous la possibilité, si on se met, et le langage transversal, il arrive quand on écoute. Si vous voulez, je vais surprendre, il n'y a que Katia qui est ici, puis, ma collaboratrice. Katia m'a dit surtout, vous ne le dites pas avant la conférence. La conférence, c'est juste parce que je ne voulais pas oublier quelques trucs. Je n'ai rien préparé. Désolé. Pourquoi? Pourquoi je n'ai rien préparé? Parce que sinon, je ne vous aurais pas écouté. Quand vous êtes entré dans la salle, tout doucement, moi je suis venu dans la salle, j'ai respiré la salle. J'ai vécu la salle. L'ambiance de la salle. Vous êtes rentré tout doucement. Et j'étais là. Parce que sinon, je ne vous respecte pas. Je fais mon discours, parfait, pile poil. Et alors, où va être la transversalité? Qu'est-ce que c'est qu'un grand acteur, un grand comédien de théâtre? C'est quelqu'un qui, tous les soirs, ne va jamais jouer la même pièce. Parce que le public qui est dans la pièce, ce n'est pas le même jour, ce n'est pas le même moment. C'est inconstant. Donc, moi, tous les gens qui me suivent voient que je ne fais jamais la même conférence, jamais le même cours, jamais rien du tout. Pourquoi? Parce que sinon, je ne vous respecte pas. Je vous considère comme des objets, pas des sujets. Donc, le langage transversal, il sert à quoi? C'est le langage des initiés. C'est que chacun va entendre ce qu'il a besoin d'entendre. Pourquoi réellement? Parce que tout ce que je vous ai raconté ne sert à rien, si ce n'est de déclencher le germe de votre propre connaissance. Parce que on est tous des grains de sable dans l'univers, et chaque grain de sable représente un hologramme de l'univers. Vous avez tous la connaissance, vous avez tous cette parcelle d'éternité qui fait que vous avez la connaissance. Elle est là. Elle est plus ou moins ouverte. Ma connaissance à moi, elle n'a aucun intérêt pour vous, si ce n'est de faire vibrer quelque chose qui ouvre des portes et qui peut permettre d'ouvrir quelque chose. Mais je n'ai pas plus de connaissances que vous. Sauf que j'ai commencé à débloquer des trucs, à laisser cette connaissance, cette relation que j'ai avec l'univers, qui va fonctionner et qui tout doucement, et quand je rencontre quelqu'un comme le frère Jean, qui a pratiqué quelque chose de... Eh bien, il me fait vibrer ma connaissance. Et donc, c'est celle-là qui compte, c'est la vôtre.
C'est pour ça que votre terroir, votre relation au terroir, elle est unique. Et donc là, on oublie le mot original et authentique. Mes parents faisaient de l'écologie, ils ne le savaient pas, ils ne connaissaient pas le mot. Et puis quand elle est apparue, l'écologie, ils disaient, ben là-dedans, il y a beaucoup de discours et beaucoup de bêtises. Voilà. D'autres questions? Oui, bonjour. Évidemment, je partage beaucoup de vos points de vue, mais j'ai quand même un petit problème. Donc, je me suis occupé longtemps de la formation des dégustateurs dans le cadre de la gestion de l'appellation. Puisque, bien sûr, la profession, elle doit gérer cette appellation. Or, on est dans des extrêmes. D'un côté, des petits vins maigres et réduits, sulfités. D'un autre côté, à l'heure qu'il est, des vins qui vont vers ce qu'on appelle la nature, avec des extrêmes complètement à l'opposé. Alors ma question, et moi, je suis à la retraite maintenant, donc je n'ai plus le même souci. Mais si je suis face à des gens qu'on doit former, face à une diversité, et bien sûr je partage l'essentiel de votre point de vue. Je rappellerai juste une phrase de mon voisin Jean-Michel Leis, qui à l'époque, parce qu'on a travaillé beaucoup ensemble, disait « Un vin de terroir, c'est un vin à défaut ». Et je partage le point de vue. Mais le défaut que je découvre actuellement dans certains vins dits nature, au même titre que les défauts que je découvre dans les vins à l'opposé, me préoccupe quand même comment peut-on gérer une appellation. Donc c'est un problème à la fois réglementaire, un problème d'avenir pour la région, parce qu'on voit qu'elle se porte quand même pas très bien. Donc j'aimerais bien avoir un petit éclairage ou une petite aide. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais compléter ce que j'ai dit d'ailleurs, ça me permet d'aller de compléter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais je l'ai dit quelque part, si vous voulez, c'est qu'il ne faut pas commencer par ça. Il faut commencer par le j'aime ou j'aime pas. Creuser la personne. Aider à ce que la personne se creuse dans son propre goût. Et descendre en elle profondément. Et là, tout doucement, de toute façon, à un moment donné, si vous voulez, un véritable défaut nuisible qui a corrompu. Parce qu'il y a deux façons de voir le défaut. Qu'est-ce qui s'est passé, encore une fois, avec l'œnologie moderne? On dit, on met le défaut, on le met là. Qu'est-ce que fait un psy freudien ou lacanien, par rapport à un jungien ou un moine, encore plus? Le moine, il perçoit une personne, il la regarde dans sa plénitude. Il ne va pas regarder les défauts, les dysfonctionnements, etc. Il va regarder la lumière et le ternissement de la lumière. Et il va aider cette lumière à éteindre le ternissement. Aujourd'hui, on fait les choses à l'envers. Puisqu'on déguste, on va directement aller sur les compositions, etc. Et ça revient toujours au même. C'est-à-dire que la personne, il faut l'apprendre à percevoir le souffle. Quand il y a des défauts, si vous voulez, des vrais défauts, le souffle, il n'est plus là. Vous parliez des vins nature. Le nombre de vins nature aujourd'hui sur Paris, qui ne devraient même pas être mis à la consommation. Avant, c'était ce qu'on appelait les vins non marchands. On a des niveaux d'hygiène, et c'est vrai que souvent les gens s'habituent en plus dans leur chai aux odeurs qu'il y a, etc. Tout doucement. La première année ça marche, deuxième année ça contamine, puis troisième année, etc. Et donc on voit des trucs absolument invraisemblables, sous prétexte que c'est authentique, etc. Mais on est dans l'idéologie. On tombe dans l'idéologie, dans le romantisme du 19e. La haute tradition, c'est pas ça. La haute tradition, c'est ce que je dis, c'est la vie. C'est la vie. On va sentir la vie. Et quand on la sent pas, d'ailleurs, on s'en fout du défaut à un moment donné. Après, on va l'identifier parce que des gens comme nous, on va travailler. Moi, j'ai travaillé avec des laboratoires où on va identifier. J'ai été le premier sur Paris à identifier la géosmine, le fameux pépin de Beaujolais sur les gamets à l'époque, en 2002. Il y a eu un drame et les gens ne l'ont pas senti venir. Mais en fait, pourquoi moi je l'ai senti? C'est parce que je sentais que la flamme, elle n'était pas là. Voilà. Donc, je dirais que ce n'est pas une question, en fait, ce n'est pas la question du défaut. La question, c'est est-ce qu'il y a, c'est comme une viande ou un légume, une carotte, est-ce qu'elle est vivante ou pas? Est-ce qu'elle vous amène de la vie ou pas? Après, elle va avoir un goût, machin, etc., sur des sables, etc. Si elle est pourrie, elle est pourrie. Elle est en train de mourir, elle ne mange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et peu importe le type de pourriture qu'elle a, on ne mange pas. Donc dans le vin, on a tellement intellectualisé,
Je ne dis pas qu'il ne faille pas enseigner les vignerons au défaut, parce qu'on voit plein de vignerons, par exemple, qui ne perçoivent pas la Brettanomyces, qui ne perçoivent pas des eugénols. Les eugénols, alors là, c'est le nombre d'œnologues sur les rouges qui ne perçoivent pas, et d'œnologues, sommeliers, journalistes qui perçoivent et vignerons qui ne perçoivent pas l'eugénol, c'est impressionnant. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler avec des parfumeurs. L'eugénol, évidemment, c'est un outil qui est très utilisé en parfumerie à microdose, parce que c'est tellement puissant, ça domine les autres arômes, et sinon c'est un révélateur. C'est un phénol volatile qui va aider énormément, qui va devenir tellement volatile qu'il va médiatiser les autres arômes, sauf quand il est en excès. Le génol, voilà, c'est pratiquement inconnu. Mais ce n'est pas le sujet, en fait. Ce n'est pas le sujet. Après, moi, je le capte, mais ce n'est pas le sujet qui est le premier. Le premier, c'est que tout simplement, quand le génol est un peu présent, eh bien, la vie, la vitalité, le souffle, la vibration, elle n'est plus là. On est en train de faire des travaux avec Subbiotech, les chercheurs de Subbiotech. Donc les chercheurs de Subbiotech, si vous voulez, aujourd'hui c'est très très avancé, c'est une université très avancée. Notamment, ils travaillent avec l'école Lavoisier, Francis Tolel, qui est le grand spécialiste de l'imagerie nucléaire de la matière, et qui aujourd'hui travaille sur d'autres imageries de la matière. On a des outils de plus en plus modernes qui permettent de voir la vibration de la matière. Et on commence à ouvrir sur la vibration des liquides. On a travaillé là récemment sur 12 vins seulement, hein, parce qu'on débute depuis 1 an ces travaux-là, ça prend du temps. C'est des gens qui travaillent aussi avec Luc Montagnier, donc le de Luc Montagnier, Laurent Schwartz sur le cancer. Et on remarque une chose, c'est que le truc, c'est que très rapidement, il n'y a plus, l'eau ne vibre plus. Donc c'est pas, le sujet, c'est même pas le défaut, vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est un identifiant basique, le défaut. Mais aujourd'hui, combien de vins ne vibrent plus? Les forces de l'eau qui sont sous-jacentes dans le terroir, qu'est-ce qui fait qu'un vin vieillit? On a cru longtemps, notamment par Bordeaux, encore une fois, 19e siècle, une période qui me tient à cœur parce que je l'ai beaucoup étudié, la pensée du 19e siècle, après les Lumières, on va ne voir que le matériel. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait des vins, soi-disant, de garde parce qu'ils étaient très tanniques. Aujourd'hui, vous voyez les chefs-d'œuvre en péril. On vous faisait goûter des vins à Bordeaux dans les grands crus en vous disant indice d'IPT 110. Vous m'en direz tant. Vous dites l'indice d'IPT, il n'y a pas besoin de goûter. C'est super bien parce que l'indice d'IPT est de 110. Rien dire du tout. Et en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on goûte ces vins-là, 10 ans, 15 ans après? C'est des momies. Alors là, il faut un égyptologue pour décrire ça. Vous voyez, donc, là, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un vrai vin de vieillissement, j'aime pas le mot garde, parce que ce serait une conservation. Le vin, on ne le met pas dans une boîte de conserve. Le vin, il est fait pour vieillir, justement, c'est cette mythologie du vieillissement, pour atteindre une nudité, et donc la vibration suprême, comme un vieillard. Un vieillard qui s'est décharné à son niveau. Frère Jean dit, si le noyau ne veut pas pourrir, le germe meurt à l'intérieur. C'est la deuxième mort, c'est la mort de l'âme. C'est l'ego. Il faut polir l'ego tout doucement pour que apparaisse l'âme. Il y a des vieillards, quand on les voit, c'est une beauté infinie. On voit des femmes se transformer avec des trucs terribles, alors qu'elles seraient tellement belles si elles avaient vieilli dans ce vieillissement de décharnement, de nudité. Eh bien, c'est la même chose. Un vin est fait pour vieillir, pour se décharner. Moi, j'ai rencontré un vieux maître d'art martial. C'était absolument invraisemblable. On a vu quelque chose de près qui était incroyable. Et au dernier moment, la puissance qui a jailli de lui, alors qu'il était faible quand il est arrivé, un instant, il y a une puissance qui a jailli de lui, où personne ne pouvait rien faire devant lui. Eh bien, un grand vin, c'est ça. Quand on a fait la dégustation en Bourgogne, grâce à la maison Jadot, qui nous a réuni des bouteilles de 1945 jusqu'à 1845, 2 dégustations blanc et rouge. C'est les vins du 19e siècle qui ont écrasé les vins du 20e. Notamment un Romanée Saint-Vivant 1878. Tout petit millésime, catastrophique. Ils avaient cueilli des prunes, le jus était tout clair. Et il était toujours très clair, d'ailleurs, quand on l'a goûté. C'est ce vin-là. On était 12 invités, 10 ou 12 invités, tout le monde entier. Les mecs, ils dégustaient. On était 2 à ne pas déguster, à recevoir, à vivre. Parce qu'il y avait des trucs incroyables. Il y avait des vins un peu moins bien, il y avait des vins. C'était que de la vibration. Ça ne se dégustait pas.
Quand ils sont arrivés sur ce vin-là, ils sont partis, ils ont posé les stylos, ils n'arrivaient pas à écrire. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait à écrire. C'était de la vibration ultime. C'était quoi cette vibration? C'est que ce vin-là, il est encore vivant parce que la vibration de sa roche-mère, de l'eau de sa roche-mère, est encore en résonance. Vous l'emmenez à l'autre bout du monde, elle est encore en résonance. C'est quoi la résonance? C'est au-delà des ondes. Il y a quelques années, un des chercheurs avec qui je travaille était dans l'accélérateur à particules, enfin pas dedans, heureusement pour lui, il aurait été particularisé. Et ils ont envoyé 2 particules jumelles, direction de la France et direction de la Suisse. Ils ont attendu suffisamment longtemps pour que l'influence de la vitesse de la lumière puisse être interprétée, pour envoyer un champ d'onde, une information sur une des particules. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme elles étaient jumelles, elles venaient du même noyau. Immédiatement, et ça a été la stupeur générale des physiciens qui étaient là, immédiatement la particule jumelle avait reçu exactement la même information, avait changé d'information en même temps. Ça s'appelle la résonance. Votre vin, quand il est juste, quand il est vin, vous le transportez à l'autre bout du monde, vous allez boire l'homme et son terroir qui vibre dans la vie. Et tant que ça vibre, le vin va vieillir. D'un seul coup, il a une vie unique. Et il disparaît. C'est normal. Sur Terre, il faut toujours passer par là. D'autres questions? Si j'ai répondu, je ne sais pas. Il y a encore une autre question. Jean-Paul Boulby. Monsieur Cagnou, comment parler du vin simplement, ce vin qui compte 8500 ans d'histoire, vous l'avez dit, tout en restant dans le siècle, et avec quelques mots seulement. C'est ce que j'ai tenté de faire aujourd'hui. J'espère que ça a été à peu près. J'espère avoir été intelligible. Ce n'est pas un sujet, peut-être que peu ont entendu parler de cela. Moi, je fais des conférences un peu dans le monde entier sur ce sujet-là. Donc, j'essaie d'être le plus intelligible possible, le plus simple, essayer, comme je le disais tout à l'heure, d'être transversal, de ne pas tomber dans un dialecte qui serait un nouveau dialecte du vin et qui serait incompréhensible. Je pense que c'est d'essayer que chacun puisse... Vous savez, il n'y a rien qui dépasse l'expérience de chacun. Moi, tout ce que j'essaie de faire, alors là, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on est trop nombreux, mais sinon, quand je fais des conférences sur des groupes moins nombreux, on fait faire une expérience. Passer par la rencontre. Voilà. Sinon, l'expérience, si vous voulez, c'est ce qui va permettre à chacun de vivre au moins une fois et d'ouvrir la porte. Si vous ouvrez la porte, vous verrez qu'on a beaucoup plus de talent que vous et surtout, vous allez recevoir un plaisir. Alors, il y a certains vins que vous ne pourrez plus boire. Attention, il faut le savoir. Moi, j'ai gâché la cave de certaines personnes, puisque d'un seul coup, ils découvrent que dans leur cave, il y avait des vins qui étaient des corruptions totales, qui étaient des vins qui ne vibraient pas du tout. Et ça arrive beaucoup à beaucoup de gens, notamment dans cette région, dont je parlais tout à l'heure, qui a produit des vins pour plaire à une catégorie d'experts. Il y a encore des questions là-bas. Jean-Michel? On va prendre une dernière. Jean-Michel? Ouais. Ah, il y a encore une autre. Allez, 2. Comment réagissez-vous aux propos ministériels? Le vin est un alcool comme un autre. Alors, comment pouvez-vous nous aider pour faire vibrer notre ministre pour Prélan? Arrive à m'inspirer. La mission est trop grande. La mission est trop grande. Je capitule. J'essaie de la travailler au corps, mais j'y arrive Je pas. sais, on a beaucoup parlé de vous. Ah bon? Voilà. Bravo, parce que je pense que vous le ferez mieux que moi. Mais c'est des gens qui vibrent plus depuis longtemps, et donc, si vous voulez, là, c'est un mot qu'ils ne comprendront pas. Voilà. Là, ce sera un jargon pour eux. Jacques, très bonne question, mais malheureusement, la réponse... Non, il faut faire un travail local, chacun de notre côté, malheureusement, mais bravo pour ce que vous faites. Oui. Non, mais c'est inaudible pour... Mais si vous voulez, quand vous dites que le vin est un révélateur de conscience, vous savez, l'école de Chartres, sur les 7 arts libéraux, a été fermée dès le XIIIe siècle déjà. Bon.
Vous voyez, ça date pas d'hier. Quand on libère la conscience, et le vin est un libérateur de conscience. Donc ça a jamais, il y a toujours eu le débat. En Grèce, il y avait le débat, des gens qui étaient contre le vin. Donc, on est, alors en ce moment, évidemment, je pense que nos pouvoirs politiques, européens, etc., sont puissants. Et les lobbies sont derrière, évidemment. Le vin, si vous voulez, c'est par essence l'anti-Coca-Cola. Enfin, je ne peux pas citer de marque, mais l'anti-soda, etc. Parce qu'on cultive le vin, on cultive nos enfants pour accepter cette relation. Quand j'ai démarré dans le vin, j'ai écrit cette phrase qui disait le vin est un message de la nature qui supplie l'homme d'apprendre à vivre. Toutes ces saveurs sont dans la nature, son alchimie est un mystère. Vous voulez, supplie l'homme d'apprendre à vivre. On ne boit pas du vin n'importe comment. On ne banalise pas la consommation du vin. Il faut faire attention. Moi, je ne suis pas contre la bouteille à vis, le bouchon à vis. C'est juste que je veux conserver le rituel. Parce qu'on ne boit pas du vin n'importe comment. En France, il y a une culture par rapport aux autres pays. Chez nous, professionnels du vin, cavistes, etc. Sur tous les magasins de vin, c'était marqué vente de vin et d'alcool. Le vin, c'était à part. C'était à part, c'était autre chose. Donc, c'est pas la même chose. Il y a quelque chose dans le vin qui est d'un niveau de conscience. Et d'ailleurs, les grands poètes disaient, certains grands poètes disaient, il y a plus de poésie dans le vin, dans une bouteille de vin que dans tous les livres de la planète. Donc, voilà. Platon disait le vin, c'est le lait des vieillards. Les vieillards, dans la langue de Platon, c'est l'âme. Voilà. Et aujourd'hui, on a des gens qui refusent ça. C'est impensable. Donc le vin a toujours été séparé. C'est une première. Et on comprend pourquoi. Et bravo, bravo, je vous remercie, parce que pour toute la filière, d'avoir des gens comme vous, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bon, la dernière question, elle est pour Jean-Michel Dice. Et après, je crois que vous commencez à avoir soif. Hein. Jean-Michel, à toi. Alors, j'ai une question très, très simple. En principe, l'appellation, c'est un terroir ou une collection de terroirs. Et le vin juste, le vin qui vibre, c'est un vin qui parle de son terroir et de ceux qui le servent. Je constate, je ne suis pas le seul, je pense que tous ceux qui sont ici l'ont déjà remarqué, il y a beaucoup plus de vins corrompus que d'autres qui vibrent. Finalement, ceux qui vibrent sont minorités. Est-ce que, à ton avis, Bruno, l'appellation comme concept, comme garantie offerte aux consommateurs, elle est dans la durée encore chargée d'avenir, d'un potentiel de futur, ou est-ce que c'est quelque chose qui va tomber en déshérence parce que ça ne tient pas la promesse de la justesse et de la vibration? Je complète mon propos en remarquant qu'énormément de jeunes consommateurs sont de plus en plus sensibles à la dimension alimentaire du vin. Ils parlent d'un vin qui les nourrit. Et il ne s'agit pas que d'une nourriture musculaire, il s'agit aussi d'une nourriture mentale, imaginaire. Donc, est-ce que finalement, le goût de la déception ne va pas vaincre le goût de l'espérance? Je m'inquiète de l'appellation contrôlée. Mais écoute, Michel, ta question, elle est tellement... c'est une question, évidemment, quand on rentre dans le métier, c'est une question sur laquelle on est confronté, et nous, on est directement confrontés. Et je pense qu'on a des responsabilités. Des professions comme la mienne, soit sommelier, caviste, on a des responsabilités très lourdes là-dessus, puisque on a édifié l'appellation en termes de label de qualité. C'est une erreur. C'est une erreur. Exactement ce qui peut se passer aujourd'hui sur les labels de Méter ou bio, en disant aux gens, attendez, c'est un label de production, c'est pas un label de qualité, c'est pas obligatoirement un vin de super qualité. C'est un vin qui a été fait en... L'appellation aurait dû être utilisée par des gens comme nous, uniquement comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Très vite, la facilité commerciale a fait que, ça c'est, des comptes, c'est du médoc. Fait par qui? Fait comment? Et c'est ça en fait le problème. C'est que le problème, c'est que nous, notre profession, on n'a pas fait notre vie. Pour la plupart, je parle de la plupart, parce qu'on va à la facilité.
Ça existe encore. Moi, je suis outré par certains propos. Un vin que tu connais très très bien, que j'ai plus que participé au lancement, puisque c'est passé au La Fête Gourmet. J'avais commencé avant, justement, mais c'est vraiment La Fête Gourmet qu'on a lancé, quand on créait les créateurs de vin, c'était le Clos Rougeard. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez des gens qui ont l'impression d'être inventifs parce qu'ils ont le Clos Rougeard dans leur gamme de vin. L'impression d'avoir ouvert des portes. Le Rougeard, aujourd'hui, c'est demandé dans le monde entier. Oui, c'est du Sauvignon Champigny, mais c'est demandé dans le monde entier. Donc c'est facile. Donc ils ont l'impression d'avoir ouvert des portes. Alors que la porte, elle a été ouverte il y a 30 ans. Donc, encore une fois, ils sont sur la marque. Et quand on leur demande, quand on arrive, un vigneron arrive avec un Sauvignon Champigny très bon, peut-être pas du niveau du Clos Rougeard, parce que c'est la pratique très ancienne de la haute tradition, là on peut le dire, est exceptionnelle. Mais des gens qui arrivent avec des choses, moi j'ai des vins très très bons. Et là, le sommelier, d'un seul coup, qui vend, qui cherche à avoir du Clos Rougeard à n'importe quel prix, où le caviste dit, tu le vends combien ton Sauvignon Champigny? À 7 €. Ah, pour un Sauvignon Champigny, c'est pas donné. Tu dis, ben, tu vends du Clos Rougeard à 250 €, Sauvignon Champigny. Mais ça, c'est facile. Et après, derrière, bizarrement, le type, il se cantonne à vendre des Sauvignon Champigny. Pour le client, j'ai un petit Sauvignon Champigny, pas cher, qui est très bon. C'est pas notre métier, ça. C'est pas notre métier. Quand on fait ça, on ne présente pas le travail des vignerons, on fait pas des grands livres, on fait pas. Et donc, du coup, il y a une désespérance, comme tu dis, des vignerons de qualité qui sont soumis au rapport AOC-prix, qui a été une catastrophe, dont j'ai voulu vraiment, je pense que Galeries Lafayette a été à l'origine de casser ces codes-là en disant on s'en fout, quand on a vendu les vins Olivier d'Agneau, Clos Rougeard, etc. Non, on s'est pas occupé de savoir si c'était bon. Pour nous, ça valait tant, et on les a vendus tant. Voilà. Et je me souviens d'avoir augmenté les prix de certains vins, il y a des fois, parce qu'on dit non, il ne faut pas pouvoir subvenir à tes besoins, si tu as une gelée ou quoi que ce soit, puisque c'est pas rentable de faire des vins. Tu fais moitié de rendement des autres, tu fais un travail exceptionnel dans le vignes et dans le chai, et tu vends le même prix que le voisin. Ou presque, pratiquement pas plus cher. Mais c'est à nous de ne pas avoir de doute. Et le problème, c'est comme les gens sont dans la dégustation, j'y reviens, ils ne sont jamais eux-mêmes. Et donc, ils sont dans des croyances, et donc ils ne sont jamais sûrs d'eux. Et ce qui fait qu'ils regardent toujours, je vois, dans le métier, on lit encore les revues, etc. Je ne suis pas contre les revues font leur boulot. Mais ce n'est pas à moi d'aller voir ce que raconte de tel ou tel journaliste sur le vin pour savoir ce que je dois vendre dans le magasin. C'est ma responsabilité. Quand je crois à un vin, je le vends. Et si je considère que le prix est juste par rapport à sa qualité et par rapport à l'expression, la vibration qu'il a, je n'ai pas à m'occuper de savoir si c'est un Sauvignon Champigny, un Sancerre, un Riesling Grand Cru. C'est pas le sujet. Mais là est le problème. Là est vraiment le problème. Tu touches le truc et les AOC ne pourront perdurer que si dans la profession on est capable de dire arrêtons cette histoire de rapport au prix. Mais il faut que nous les transmetteurs, les messagers du vin, on fasse notre métier correctement. Et là, je pense qu'il y a un énorme travail à faire, puisque la facilité du prix, j'ai un Sauvignon Champigny qui est moins cher que le caviste d'à côté, ça ne peut pas fonctionner. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Malheureusement, je ne pense pas pouvoir répondre complètement à ta question, mais... Le sujet est tellement vaste que c'est vrai, on pourrait continuer encore pendant très très longtemps. Pierre Faure se joint à moi pour remercier notre conférencier pour sa vision du vin, cette approche très singulière. Vous nous l'avez démontré avec compétence, nous l'avons apprécié, mais nous avons beaucoup apprécié aussi, comment je dirais, votre humilité, votre charisme. On a vu la salle était silencieuse, attentive. Merci pour tout cela. Et nous aurons certainement l'occasion de vous retrouver de nouveau en d'autres occasions. Ça a été très apprécié. Dans mes salutations tout à l'heure, j'ai oublié de saluer la presse qui nous suit régulièrement, donc je corrige. À présent, je vous propose de passer aux travaux pratiques.
vous avez tous été irradiés des fréquences 432. Donc, je vous invite à vous diriger à présent maintenant vers le cabaret Colmarien, à l'autre bout du hall, où nous allons passer aux travaux pratiques et essayer de vibrer ensemble. Vous avez eu le temps de régler vos antennes, donc je suis sûr que vous serez réceptifs. Je vous souhaite une excellente journée, bonne soirée, bonnes vacances pour ceux qui partent. Le directeur général partira demain matin, des vacances bien méritées, il a regardé un peu pour vous. Et donc, à l'année prochaine. Il faut aller allumer la feuille de vigne. Allumer la feuille de vigne.